Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme du mauvais genre souvent, du décalé, de l'étrange ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Aujourd'hui on démarre ma sélection de cadeaux de Noël. J'adore faire le point sur tout ce qui est sorti à la fin de l'année en termes de romans, BD, films et jeux, et essayer de définir mes préférés avec les critères évidemment subjectifs de ma culture personnelle, mes envies d'histoires décalées, différentes, mes préférences qui vont à la science-fiction, au fantastique, au mauvais genre, mais j'accorde également beaucoup d'importance au style d'écriture des médiums que j'ai cité plus tôt. Je vous propose donc un top de romans, livres qui m'ont semblé particulièrement pertinents et enthousiasmants cette année 2020. Et on commence tout de suite avec Entre Fauves de Colin Niel aux éditions Le Roi Arguenoir, un roman choral génial mêlant combat écologique et polar noir, avec une tension montante et un twist explosif à la fin. Auteur du déjà fantastique Seules les bêtes sorti l'an passé, on y suit ce coup-ci Martin, garde au Parc National des Pyrénées, qui est anéanti par la disparition supposée de Canelito, le dernier ours de son parc. La raison de sa disparition, cela ne fait aucun doute pour notre protagoniste, ce sont les chasseurs qui ont eu raison de lui. Furieux, il se met à traquer une jeune chasseuse afin d'assouvir sa soif de vengeance. En parallèle, nous suivons Apolline, une adolescente issue d'une famille bourgeoise qui se voit offrir pour son anniversaire la chasse d'un lion en Afrique, et Konjima, fils d'un éleveur de chèvres en Namibie. Je pense que vos brillants cerveaux tissent d'ores et déjà le croisement des chemins de nos personnages, mais je vous promets qu'à la fin, vous serez bien surpris. On poursuit avec Le Neuromancien de William Gibson et sa superbe réédition au Diable Vauvert dans sa nouvelle traduction. En tant que grand classique du cyberpunk, je suis ravie que cette réédition m'ait permis de le découvrir. Dans un monde futuriste et donc cyberpunk, nous suivons Kaz, un ancien pirate de la Matrice. Hacker de génie vivotant de trafic pas net, il trahit un jour un employeur qui, pour se venger, joue avec son système nerveux, non pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à son dysfonctionnement. Il se rend à Chiba au Japon où l'on peut, d'après la rumeur, tout réparer. Dans un monde où chacun est refait, modifié, amélioré. Alors qu'il survit à peine, voué à l'autodestruction, il se voit offrir une nouvelle naissance. La possibilité de retourner dans la matrice, d'où rêve pour notre protagoniste, en échange d'une mission mystérieuse. Gibson décrit un univers futuriste crade à l'époque des prémices d'internet et impose le cyberpunk au même titre que Blade Runner de Philip K. Dick. Dans un monde où plus personne n'est tout à fait humain, où l'espoir n'est plus, il ne reste que la survie. Aucune réflexion ne se fait autour de la recherche du bonheur ou d'un idéal. Le personnage avance dans l'intrigue sans la questionner, telle une marionnette, au diapason d'un monde qui ne pense plus, ne désire plus, ne vit plus. L'auteur peint le tableau d'une ville et d'un monde qui ont perdu leur âme, telle une fresque jouissive et addictive où l'intérêt personnel est roi. J'ai adoré le ton pessimiste, l'horreur simple du futur, où lorsque l'espoir n'est plus, et où l'histoire racontée est autre que la recherche d'un idéal, la quête de soi, mais bien la survie sans but précis. On continue la liste de Noël avec une lecture pour réfléchir, celle de Ce que pèsent les mots de Lucie Michel, illustrée par Myriam Mal et éditée chez La Ville Brûle, qui est une sorte d'encyclopédie courte et précise sur l'utilisation de certains mots selon leur contexte. Lucie Michel est docteure en linguistique et agrégée de lettres, et aborde donc le sujet avec méthode et minutie. Elle définit tout d'abord ce qu'est parler. Sa définition, utiliser un mot dans un échange avec quelqu'un, c'est se mettre d'accord sur une signification commune. Ce dit mot véhiculant des images et croyances selon la culture et la société en vigueur. Et revient à la fin de chaque chapitre sur l'importance de la justesse dans le choix des mots. Avant d'aborder les thématiques évidentes que sont le sexisme et le racisme, Lucie Michel délimite les notions de eux, elle, lui. Elle intègre les insultes mais aussi les surnoms. Qu'est-ce qu'ils véhiculent et pourquoi? Qu'est-ce qu'est se choisir un surnom, un nom, et quelles sont les conséquences positives à ces choix? Je suis toujours très intéressée de me documenter sur le sujet du langage, et j'ai été surprise d'en apprendre autant sur ma langue et son utilisation. L'essai est concis, efficace et surtout très intéressant et intelligent. C'est une très bonne approche de l'étude de la langue, et l'un des gros avantages du livre étant sa taille, puisque ne faisant que 63 pages, il devient également un très bon cadeau pour ceux qui seraient intéressés par le sujet mais qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de se plonger dans l'étude de gros pavés. Le roman que j'attendais le plus cette année et qui m'a enchanté, c'est évidemment Esther d'Olivier Bruno, édité chez Le Tripode. Olivier Bruno est un auteur dont le style me plaît énormément, puisqu'il joue avec ses personnages et son récit avec tension, mais aussi avec une jouissance visible, sentiment qui déteint sur ses lecteurs. Depuis son premier roman Dirty Sexy Valley, il démontre sa connaissance du genre, dans le cas de ce dernier le slasher, l'érotique et la culture redneck, et propose sans prise de tête un divertissement pur. Et dans celui qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai été bien surprise quand j'ai compris qu'il abordait encore la sexualité, ce coup-ci dans un monde de science-fiction, mais également les thèmes du couple, de l'éducation et des liens familiaux. Car dans Esther, nous rencontrons Maxine et Anton, un couple las, et leur fils, Paul, dont les problématiques sexuelles vont les embarquer dans des aventures sulfureuses. En effet, loin du désastre passionnel, le couple ne prend pas vraiment soin de lui et le quotidien amoureux et familial en pâtit.
Et lorsqu'Anton tombe sur Esther, un robot doté d'une intelligence artificielle qui a pour utilisation celle du Lovebot, c'est-à-dire robot sexuel, son imaginaire va s'ouvrir à de nombreuses possibilités jusque-là enfouies en lui. Mais au lieu de s'enfoncer dans le récit érotique, Olivier Bruno décide de rester beaucoup plus soft que dans son précédent roman et va plutôt développer les liens familiaux et amoureux et leurs problématiques. L'amour, la famille, le quotidien, qu'est-ce qui nous abîme et comment mieux communiquer? L'auteur répond à cette question d'une manière un peu plus originale. Ce faisant, le récit s'emballe et la dimension politique et technologique prend de l'ampleur, avec, il me semble, une envie de renverser la morale tout en proposant un vrai divertissement. On continue avec Avoue que t'en meurs d'envie de Christiane Roupegnan aux éditions 10-18, qui est un recueil de nouvelles avec un seul mot d'ordre, la perversité. Peu violente et pas forcément explicite, ces nouvelles parlent de couple et d'individualité avec un humour cinglant, de désirs de gens normaux qui dégénèrent, des pensées qui se transforment en obsession. Les différents récits, sans jamais rentrer dans des détails sexy, vont explorer la cruauté de chacun. Dans la nouvelle Vilain, nous suivons un couple qui, volant au secours d'un ami qui sort d'une relation toxique, vont le convier à dormir chez eux, mais finiront par développer le goût de l'imaginer frustré à l'écoute de leurs ébats incessants. Sa précédente relation apparaîtra alors bien plus saine que les jeux et règles qu'ils mettront bientôt en place. La nouvelle Le Miroir, le Sceau et le Fémir prend la forme d'un conte, celui d'une jeune femme noble promise à un beau mariage. Mais malgré la présence de nombreux prétendants intéressants, elle ne trouve aucun homme qui ne la satisfasse. Mais une nuit, un homme mystérieux la rend folle de passion. Mais quelque chose se cache derrière cet homme parfait, et la jeune femme est la seule à ne pas se rendre compte que son amour peut la consumer. Des nouvelles drôles et fantasques que je vous conseille vivement. Pour continuer sur les nouvelles qui m'ont plu cette année, on peut citer l'ouvrage Un amour inhumain, qui est un recueil de 6 nouvelles inédites en français d'Edogawa Rampo, édité chez 10-18. Vous l'aurez peut-être deviné, derrière ce pseudo aux consonantes japonaises se trouve un hommage à l'auteur Edgar Poe pour son univers fantastique et enjôleur. Taro Hirai, de son vrai nom, crée des histoires fantastiques dont les références sont empruntées aux légendes japonaises traditionnelles et diverses croyances macabres, tout en mêlant l'érotisme et le grotesque à ses récits. Je l'ai découvert grâce à l'incontournable émission Mauvais Genre sur France Culture, et ses influences et déviances m'ont forcément attiré. Il parle d'amour passionnel intense et étrange, tout en faisant peser l'horreur sur le quotidien de personnages simples, et les embarque pour de funestes destins. Dans la première nouvelle, nous lisons les déboires d'une jeune femme amoureuse qui raconte comment son mari, qu'il a adoré, se détourne d'elle pour offrir un amour profond à une femme mystérieuse chaque nuit. Le récit est semé de mystères et s'entoure d'objets d'art et d'objets japonais qui permettent au lecteur de se plonger dans sa lecture avec des images fortes, poétiques et angoissantes. J'adore ces littératures ancrées dans des cultures si différentes de la nôtre. Le décalage dans la manière de percevoir les émotions et les intrigues est pour moi charmant. Et on termine cette vidéo avec Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmaster, qui raconte l'histoire de Betty Carpenter, née dans une baignoire et énième fille d'une longue fratrie. Fille d'un père Cherokee et d'une mère blanche, Betty grandit bercée dans l'innocence de l'enfance, celle où la différence avec l'autre ne se ressent que lorsqu'on nous la met sous le nez. Et son père, ce raconteur d'histoire, enjolivera leur quotidien de magie et de féerie. Inspiré de légendes de ses ancêtres, Landon, le papa, a un amour du quotidien puissant et ça se ressent. Avec lui, plus de peur la nuit, quand on sait que l'âme est cachée dans le prolongement du nez et que notre papa le protégera toute la nuit. Ses contes transportent et ses réponses à tout rassurantes sont décrites avec la sensibilité qu'on trouve dans les yeux d'un enfant émerveillé. Et en grandissant, Betty se met à écrire. À la manière de son père, elle peint de beaux mensonges plutôt qu'une vérité fade, car leur vie n'avait alors rien d'un conte. Betty a grandi et pris conscience de son enfance. Elle puise son courage dans l'écriture et se révèle. Elle se saisit alors de la création pour dévoiler leurs démons familiaux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo top meilleur roman de l'année / liste de cadeaux de Noël. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, remarques ou conseils, surtout des conseils, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Je lis et je réponds avec plaisir, mais surtout je m'enrichis de tout ce que vous pouvez bien me raconter. C'est vraiment très très plaisant. En attendant la prochaine vidéo qui sera dans 2 jeudis à 18h, qui sera un top des meilleurs BD de l'année 2020 / liste de Noël. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux Le Grand Banquet de Lola sur Facebook et Instagram et me soutenir sur ma page YouTube dont vous trouverez le lien en description. Je vous souhaite beaucoup de bien dans cette période confuse. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Salut!